Je m'appelle Stéphanie Cotin, je suis commissaire d'exposition très indépendante et surtout je suis la spécialiste des Marais. C'est à ce titre-là que je suis ici. Je suis Milena Paes-Barba, je travaille au CAPC Musée d'Art Contemporain, je suis attachée de conservation du patrimoine. Alors en fait, Emma est sans doute la bienvenue dans cette belle exposition pollen parce qu'elle a, étant peintre et surtout colombienne, elle a un rapport au monde qui n'est pas du tout un rapport anthropocentré et encore moins occidentalocentré. Et donc la nature pour elle, c'est pas juste un objet général qu'on peut piller, qu'on peut maltraiter, qu'on peut dominer, mais c'est la même chose que la nature. On fait partie de la nature et on ne la domine pas. Donc l'humain, les non-humains, végétaux, animaux, on est tous égaux. Ça c'est extrêmement important. Et donc comme le propos de Pollen pose des questions sur notre rapport à la nature, il semblait assez beau d'inviter Emma, qui est une peintre colombienne, mais qui est décédée à Bordeaux. Et donc, les 10 dernières années de sa vie, elle a vécu à Bordeaux et elle a terminé les séries qui sont montrées en bas, les 2 dernières séries. Non, c'est pas les dernières séries, les avant-dernières séries qu'elle ait faites. Elle les a commencées à Paris, mais terminées à Bordeaux les 3 premières années de son arrivée ici dans cette ville. Et ce qui est aussi important par rapport à Pollen, c'est que Emma, quand elle parle de la nature, quand elle représente ses fleurs magistrales ou ses fruits extraordinaires, qui ont des tailles immenses pour des fruits si petits dans la nature en réalité, elle veut qu'on comprenne que ce pollen dont on peut parler justement dans la première salle en confrontant un portrait imaginaire des Marais et une œuvre de Wolfgang Leeb, c'est que dans l'œuvre de Wolfgang Leeb, le pollen il a été extrait pour être utilisé par l'homme et du coup il a perdu ses couleurs et il a perdu son pouvoir vital, alors que Emma, quand elle nous met devant une fleur ou dans un portrait, avec un portrait imaginaire qui est noyé dans la jungle, on comprend bien que le pollen, il ne doit être utilisé selon elle que si nous on se transforme en insecte et non pas si on est des humains dominants, mais que si notre survie dépend de la beauté des fleurs et de l'importance du végétal. Et les seuls qui sont capables de dire ça et de le comprendre et de le voir, ce sont les insectes. Donc elle nous met, Emma, dans la position d'un insecte dont la survie dépend de la beauté de la fleur et de l'importance de son pollen, des odeurs de son pollen. C'est ce qu'on retrouve tout au long de l'exposition avec les close-up, avec ces très gros plans, avec les pièces d'Emma. Donc c'est, comme tu le disais, toutes les fleurs. Et à des moments, on a comme une sorte de mutation aussi qui s'opère et elle nous amène à vraiment entrer en contact entre différents règnes. Et c'est ce qui nous intéressait beaucoup aussi par rapport au projet curatorial général, c'était de pouvoir mettre en avant aussi l'interrègne, que ce soit dans le travail de Naofus Ramirez Figueroa, dans plusieurs pièces de la collection. En fait, il est aussi question de ça, de casser la classification entre les espèces et de réellement entrer en contact. Donc c'était important pour nous que ça arrive aussi dès la première salle avec ce portrait imaginaire. Encore une fois, avec ce premier portrait imaginaire qui est dans la première salle quand on rentre dans l'exposition, on voit, donc c'est un portrait d'une taille d'un portrait quand même d'une personne importante. On ne fait pas des portraits d'1,30 m quand c'est une personne qui n'a aucune importance. Et là, cette personne importante, on ne sait pas qui c'est parce qu'elle est recouverte de végétation et elle a devant la bouche un petit animal qu'on pourrait dire être un chien, mais on n'en est pas sûr. Avec Emma, la réalité est visible, mais on ne sait jamais si elle est imaginaire ou réelle. Et là, en l'occurrence, ce portrait qui est donc caché par le végétal et par l'animal, il est sciemment caché parce que Emma veut qu'on comprenne que l'homme n'est pas arrivé là où il est aujourd'hui parce qu'il est tout seul et qu'il domine tout, mais parce qu'il a coévolué depuis des millions d'années avec le végétal et l'animal. Tout ce que tu nous dis là, ça nous amène aussi sur une autre idée force dans nos discussions. Il y avait aussi cette idée d'insister aussi beaucoup sur la portée, certaines pièces qui montrent l'extractivisme, la mainmise de l'homme sur son environnement, on en a déjà parlé. Mais il y avait aussi à des moments cette démesure et ce réalisme magique dont tu as pu faire à plusieurs reprises dans tes textes sur le travail d'Emma, insister sur cette dimension-là, qui est une dimension latino-américaine, qui à la base est vraiment plus indexée sur un mouvement littéraire,
mais qui explique un petit peu ce qui se joue dans le travail d'Emma et qui est assez atypique, en tout cas pour un public français. C'est de passer au-delà du champ de la vision. Donc on voit dans les œuvres d'Emma quand même un rapport au plan, que ce soit le plan du tableau ou du papier, où elle va venir presque à des moments en all-over, à des moments elle décentre le sujet. Donc il y a vraiment ce rapport aussi très intéressant sur aller bien au-delà du champ de vision et de ce qui est représenté. On n'est même plus dans de la représentation, on est dans de reproduire du visible, non visible. Est-ce que peut-être que tu veux aussi En fait, je pense que Emma, ajouter des choses? Déjà à la base, elle ne pouvait pas représenter les choses telles qu'elle les voyait. Elle n'a jamais pu copier, en fait. Ça, c'est... Même quand elle prenait des cours avec André Lotte, très rapidement, il lui dit, écoutez, à l'époque on disait mademoiselle, donc écoutez mademoiselle, là je vous demande de dessiner un nu, et vous me faites 2 petites dames toutes nues au milieu d'une énorme forêt tropicale. Et en fait, je pense que ça, c'est tellement caractéristique du travail d'Emma. Elle ne pouvait pas copier. Donc, si tu ne peux pas copier, tu représentes le réel, parce qu'elle avait envie de parler du réel, du monde, de la nature, mais pas comme une scientifique. D'abord, pour elle, peut-être l'approche scientifique, elle était trop objectivante. Et Emma, à aucun moment, elle veut que les objets, on l'a encore eu la confirmation ce matin, parce qu'on a reçu une réponse d'un botaniste de Bordeaux sur les fleurs et les fruits et légumes qui sont représentés, et il nous donne combien de possibilités. C'est-à-dire que ça ne rentre dans aucune case. Ce n'est pas un herbier ou quelque chose d'équivalent, ce n'est pas scientifique, c'est une approche de quelqu'un qui veut dire toute l'importance de cette nature, même si les fleurs en réalité sont grandes comme ça, elle va les représenter à la taille des portraits de Marie-Antoinette en majesté. Voilà. Et puis il y a aussi une autre dimension, c'est la démesure. Dans un des textes, tu parles d'outre-taille. On est par exemple avec l'orchidée anthropophage face à d'autres orchidées, qui sont donc les orchidées dans le travail de Charlie Mirambeau, autre artiste récemment acquis est dans la collection au CAPC et qui est dans l'exposition. Donc là, on est vraiment sur, d'un côté, un instrument de mesure qui est l'orchidomètre chez Charlie Mirambeau et toute la portée sociale que ça induit. Et en face, on a la démesure avec cette orchidée anthropophage, avec aussi ce que ça amène comme concept important aussi sur la dévoration, sur l'anthropophagie. Est-ce que là-dessus, tu veux en dire 2 mots peut-être? C'est vrai que cette fleur, elle est un peu extraordinaire parce que majoritairement, les portraits... parce que les fleurs qu'Emma représente, ce sont des portraits de fleurs. C'est-à-dire qu'Emma, comme elle est contre cette notion de nature morte, pour elle, ce sont des natures vivantes. On ne peut pas représenter quelque chose qui vient de la nature, qui est mort. Pour elle, c'est totalement aberrant. Donc ces natures ne sont pas mortes. Et elle veut absolument qu'on en comprenne l'importance, alors que je pense que, encore une fois, en Occident, et notamment tout ce qui est forêt tropicale et fleurs tropicales, on a eu tendance aussi à dire « Ah, ça fait peur, ça va nous dévorer, etc. » Un peu comme cette théorie anthropophage, ce manifeste anthropophage des années 30 d'Oswald, où il dit, comme de toute façon... pour minimiser l'importance des populations indigènes d'Amérique du Sud et d'ailleurs, surtout en Amérique du Sud et peut-être au Mexique aussi, on a dit qu'ils étaient cannibales, autant se servir de ce mot, un peu comme le principe de la négritude, autant se servir de ce mot qu'on nous renvoie comme un problème et d'en faire quelque chose dont on peut être fier parce que ça permet de dire qu'on avait une culture. En fait, ça peut faire peur parce que c'est une nature tellement folle, tellement énorme, que évidemment l'occidental qui arrive là-dedans, il est complètement ahuri, ça fait du bruit, ça sent fort, enfin rien ne correspond à la nature qu'on connaît en Occident. Donc on la stigmatise comme étant dangereuse, mais en fait c'est parce qu'elle est aussi exubérante, aussi odoriférante, aussi bruyante, qu'elle induit la vie. Et en fait Emma, elle veut vraiment donc, et c'est comme ça qu'elle l'appelle aussi l'orchidée anthropophage, parce que on a un peu l'impression, vu la taille des fleurs, qu'elles vont effectivement nous manger. Donc là, à l'inverse du truc, c'est-à-dire que c'est la végétation qui va nous dévorer, mais pour aussi dire que c'est aussi important que l'humain, voire plus important que l'humain, parce que le végétal est là bien avant l'apparition de l'homme sur Terre. Donc il y a tout ça qui est mélangé, et avec sa manière à elle, qui est picturale,
imaginative et absolument pas ni philosophique ni scientifique. Et en l'occurrence, peut-être que c'est un peu fort, mais il y a ça. Elle veut vraiment que... Donc, s'il y a une étude préparatoire, tu perds le contact. Et quand elle peignait, il y a une photo que j'aime énormément où elle est allongée sur la peinture. Et donc, on voit bien que c'est ça. Si elle préparait, si elle commençait à réfléchir, elle perdrait toute l'importance de ses sens. C'est un corps à corps. C'est un corps à corps, c'est un corps à corps. Et elle est un corps à corps amoureux, on va dire, avec ce qu'elle veut représenter. Elle les aime, ces fruits de la nature et ces fleurs. Elle les aime infiniment. Ouais. Et alors, tu parlais d'images rémanentes. Est-ce qu'on peut juste peut-être évoquer, par rapport à sa biographie, les lettres de son enfance, le fait qu'elle a eu quand même aussi une pratique d'écriture. Donc là, tu disais aussi, souvent on en a discuté de cet aspect-là, mais ça jaillit aussi du point de vue de l'écriture sans état préparatoire. Néanmoins, toi, tout le travail de réhabilitation, c'est de montrer son travail pour ce qu'il est, mais elle est extrêmement connue en fait pour la publication de ces 23 lettres qu'elle a du coup adressées à Germane Assignegas, qui est son amie de toujours. Est-ce que tu veux peut-être juste en dire deux mots et dire en quoi il y a la femme, il y a la vie, il y a l'œuvre. À des moments, ça cohabite et à d'autres moments, c'est mieux que ça. Chaque partie reste compartimentée. En fait, le problème qu'on a eu au moment de réhabiliter son œuvre picturale, c'est qu'il y avait un livre qui a été publié en 2012 en Colombie. Ce sont des lettres qu'elle a écrites de 1969 à 1997 à son très vieil ami Germán Arciniegas, le voici. Et ça, c'est la traduction française qui a été traduite en 2017, publiée en 2017. Et en fait, ce qui est dingue avec Emma, c'est qu'elle a eu une vie hallucinante. Du moment où elle est née, peut-être un peu moins hallucinant à la fin de sa vie, mais quand même, comme elle a continué à peindre tout le temps et elle s'est un peu concentrée sur l'écriture à la fin de sa vie, mais elle disait toujours, mon problème numéro 1, c'est que ma vie est tellement hallucinante et qu'elle savait très très bien raconter les histoires. C'était une grande conteuse. Elle pouvait tenir en haleine des gens toute une nuit en racontant une histoire. Et donc, elle disait, ma personnalité et ma vie a un peu masqué l'importance de ce que je faisais tous les jours dans mon atelier. Ce qui nous ramène aussi à plutôt la fin de l'exposition, où on a essayé aussi d'articuler les choses un peu en rhizome, avec notamment le palétuvier, et la façon dont ça peut faire résonance avec la définition qu'en donne Édouard Glissant, avec les propositions aussi des pièces du CAPC, la pièce de Julien Creuset, mais aussi Loubaïna Hamid. Donc comment tout ça en fait est mis en circulation et comment il y a des identités multiples en fait qui sont rhizomatiques et qui sont plein de petites racines. Et donc c'était intéressant aussi que ça transparaisse dans l'évolution de l'exposition même, en lien avec ce qui est présenté dans Pollen, comme un temps fort et de synthèse avant de sortir l'espace d'exposition. Et je pense qu'Édouard Glissant, il a dit, j'ai vu il n'y a pas longtemps un entretien avec Patrick Chamoiseau, très beau, et il dit en fait les gens qui dominent le monde ou qui le dirigent ne sont pas ceux qui le comprennent. Ceux qui comprennent le monde, c'est ceux qui le disent. Et en fait, on pourrait presque dire là pour Emma que c'est ceux qui le disent avec les armes d'Emma. En l'occurrence là, c'est la peinture. Donc c'est ceux qui le peignent, mais avec Emma, quand elle peignait, elle avait tous ses sens en éveil. Et en fait, je pense que c'est ça qu'on a beaucoup perdu dans nos civilisations septentrionales. C'est l'importance d'improsensible. Voilà. Et Emma, quand elle peignait, elle avait certes regardé dans ses livres de botanique les fleurs, plein de fleurs, parce qu'elle avait des petits livres de vulgarisation, etc. Mais elle fermait tout ça et elle se mettait dans son atelier, page blanche ou papier blanc, elle y allait et elle laissait parler son imagination entre les souvenirs qu'elle avait de l'Amérique du Sud, de la jungle, etc. et son envie de raconter un monde qui est indispensable et qui est plus beau et plus extraordinaire que tout ce qu'on peut imaginer et qu'on ne regarde pas assez.